Je me suis souvent dit que je ne serais jamais comme mon père. Et pourtant, les cassettes retrouvées dans son appartement après sa mort sont sans appel. Je traverse des moments similaires à ceux qu'il a vécus. En emménagement dans la solitude d'un nouvel appartement, le miroir des chiottes ne réfléchit pas ton double. Tu es seul et ce compagnon à la triste figure, c'est toi. Des instants familiaux en pointillés. Panne de courant. Il y a des bougies, non? Parce qu'il y a des bougies. C'est insupportable. Insupportable. Ouais. C'est plaisant. J'ai dit qu'on allume les flambeaux. Un cheminement intérieur, lui aussi fragmenté. Tu vis collé à toi-même. Tu ne peux te quitter. Ta destinée, c'est de vivre avec toi pour la vie. Bien sûr, nos parcours ne sont pas identiques. Et j'ai le sentiment d'avoir dépassé certaines certitudes qu'il n'a pu franchir. Il ne faut pas trop demander de la vie. Oui, celle-là, par exemple. Les bandes défilent. J'y redécouvre mon père, mais aussi des amis. Cela, oui. Est-ce que tu as de la tequila? Un alcool à boire? J'ai de la bière. Mes états d'âme. Ah oui, le samedi 15, j'avais été tenir la chandelle dans le carré à l'escalier. Mes premières émissions sur des radios locales. C'est pour tous nos délires qu'on a fait dans le carré, Marcella et moi. Oui. On ne citera pas les noms des cafés. Et on ne citera pas les délires non plus. Voilà. Des voix de gens dont je ne me souviens même plus. C'est monsieur Gilbert, le photographe Gilbert. À la fin de l'une des cassettes, un moment me bouleverse particulièrement. Mon père y parle avec tendresse de sa mère, ma grand-mère que j'ai si peu connue. Nous vivions, maman, les plus heureux moments. Elle qui l'a tant aimé. Je jouais l'endormi, ma joue contre ta joue. Tu disais, c'est celle tu joues. Et qu'il a peut-être, j'aime l'imaginer, revu. Je nous revois dans tes bras serrés. Lors de son dernier souffle. Le blanc cadeau des cieux. Juliette Allais, psychanalyste spécialisée dans l'approche transgénérationnelle, vient interroger les fantômes de notre lignée familiale. Sa suggestion d'examiner l'influence qu'ont nos grands-parents sur nous, surtout quand ils ont été idéalisés par nos parents, le blanc cadeau des cieux, m'interpelle. Après avoir ouvert les bandes de Pandore, ma rencontre avec Juliette Allais, à Lille, allait-elle m'aider à mieux comprendre ce qui se joue quand les ombres de notre arbre généalogique se glissent dans nos relations? Et quand, pensant agir à l'opposé de nos parents, nous finissons malgré tout par leur ressembler? Juliette Allais, bonjour. Bonjour Marcella. Vous êtes née en avril 1960. Enfant, vous avez du mal à trouver votre place, à vous affranchir de votre histoire familiale et particulièrement de l'histoire de vos grands-parents qui ont vécu l'exil. Pour votre mère, votre grand-père est une figure héroïque. Vous vous sentez étrangère dans votre pays. Pourtant, vous êtes née en France et vos parents aussi. Après vos études, vous travaillez d'abord pour une compagnie d'assurance où vous évaluez les risques associés à des projets techniques ou industriels. Début des années 2000, vous découvrez la psychanalyse transgénérationnelle avec Andrée Herbin, fondatrice de Place et Présence à Lyon, qui développe depuis la fin des années 80 une approche originale de l'analyse transgénérationnelle, c'est-à-dire comment les histoires de notre famille peuvent influencer nos émotions et nos comportements sans que nous nous en rendions compte. Vous comprenez alors que vous portez en vous la blessure de vos grands-parents. Est-ce que le seul moyen de nous libérer des blessures de nos ascendants que nous portons, c'est d'assimiler l'héritage pour avancer ? Oui, réellement, je pense que oui. En tout cas, pour moi, ça a été comme ça. Jusque-là, j'avais fait beaucoup de démarches de toute nature, la psychanalyse freudienne. Ça me faisait pas avancer du tout. J'étais toujours autant perdue, toujours autant en exil et je comprenais vraiment pas pourquoi, parce que il y avait aucune raison apparente. Oui. Et quand j'ai commencé à travailler avec André, j'ai senti que c'était un autre discours qui ouvrait tout un monde que j'avais jamais exploré jusque-là. Et à partir de là, j'ai vraiment pu mettre en lumière tout ce que je portais de cet héritage qui n'avait jamais été évoqué par personne, jamais mis en mots. Le résultat a été spectaculaire en fait. En 2004, vous accompagnez des personnes en développant une pratique multidimensionnelle, psychologique, symbolique, tout en continuant à vous former et à puiser des outils dans différentes disciplines, thérapie familiale, astrologie psychologique, psychanalyse jungienne et interprétation des rêves à l'école des rêves et des profondeurs. Vous fondez fin 2008 l'IFRAT, Institut Formation et Recherche en Analyse Transgénérationnelle, une aventure qui durera plusieurs années. C'est également plus ou moins à cette époque que vous sortez chez Erol la première version de Guérir de sa famille, votre
livre à succès qui ressortira en 2011 avant de trouver sa version définitive en 2015. Comment expliquez-vous cet engouement autour de votre livre ? C'est une belle surprise. Pour moi, c'est un peu un petit miracle. En fait, il est écrit très simplement. Et en même temps, j'ai vraiment pour le coup, une bonne connaissance du sujet. Donc, je peux aller directement à l'essentiel en donnant des exemples concrets. Et ça parle aux gens. Ça parle directement parce que les gens se sentent concernés. J'essaye vraiment de vulgariser ça le mieux possible. Dans Guérir de sa famille, vous soulignez que l'enfant enregistre dès la naissance des éléments profondément marquants, comme les attentes et projections de ses parents, l'enfant parfait, le frère, la sœur que l'on n'a pas eu, le remplaçant d'un personnage dans la vie des parents, mais aussi les fluctuations émotionnelles de la mère pendant la grossesse. Est-elle heureuse en couple? Désire-t-elle être enceinte? Comment vit-elle sa maternité et l'identification à sa propre mère? Les émotions pendant l'accouchement, la manière dont l'enfant est perçu par ses parents, un sauveur, thérapeute, une charge, une obligation. Donc, il y en a tant que sortir de ces conditionnements semble presque impossible. On croit souvent en faisant l'inverse de nos parents, on va s'en sortir, alors finalement on se rend compte vite que faire l'opposé, ça revient à la même chose. Alors comment est-ce qu'on peut s'extraire de tout ça? Est-ce qu'il y a moyen? Bien sûr, il y a moyen. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que l'opposé, c'est toujours une manière de retomber dedans, mais de l'autre côté. Quand il y a transformation, c'est qu'il y a vraiment une part différente qui est à l'œuvre. Et ça, c'est vraiment important parce que on invente quelque chose de nouveau. On amène une solution nouvelle. Ouais. Une solution nouvelle dans quelque chose qui ne l'est pas. À quelque chose qui est là depuis des lustres et qui tourne en rond depuis longtemps. C'est vrai, quand on entend tout ça, on se dit « Oh là là, mais je vais jamais y arriver, il y a trop de choses ». En réalité, on n'est pas touché par tout de la même façon. On est vraiment mis à une place spécifique avec un rôle spécifique et on va jouer ce rôle et donc ça va nous occuper pendant un bon moment. Et en fait, pour s'extraire de là, il faut vraiment aller essayer de comprendre dans quelle dynamique on est attendu et comment nos parents eux-mêmes ont été attendus avant. C'est ça qui permet de vraiment comprendre que, en fait, il y a une logique. Quand on comprend ces dynamiques-là, on se dit, bah oui, voilà ce qu'on attendait de moi, voilà comment ça m'a formaté, à quoi ça m'a obligé, ce que ça a empêché en moi. Et voilà, on arrive à avoir une vision finalement assez significative de notre place dans la famille, une vision passé, présent, futur, c'est-à-dire qu'on comprend la dynamique d'ensemble. Moi, c'est ça que j'aime bien mettre en lumière. Vous évoquez aussi l'importance du prénom dans l'analyse transgénérationnelle, car il reflète un projet parental, des désirs inconscients des parents. Je vous cite, « Nous ne sommes pas considérés selon ce que nous sommes, mais en fonction de ce que nous faisons résonner chez nos parents. À travers nous, c'est tout l'arbre généalogique qui peut vouloir régler ses comptes ou perpétuer des conflits. Changer de prénom de nom n'est donc pas anodin. Est-ce que se rebaptiser permet de se libérer d'un héritage familial ou c'est une fuite ?» Je crois que ça dépend des gens. Moi, je suis très prudente à chaque fois pour les exemples, mais je pense que ça peut effectivement être une manière de se libérer, mais on peut aussi se libérer sans, en fait. Ça peut être inconscient aussi de la part des parents qui ont donné ce prénom-là sans vraiment savoir ce qu'ils portaient. C'est souvent inconscient, parce qu'ils le font d'une manière automatique. Tout leur projet inconscient vis-à-vis de l'enfant va se trouver encapsulé dans ce prénom-là, qui veut dire pour eux beaucoup de choses, mais sans que eux n'en aient connaissance. C'est la vie, c'est comme ça que ça se fait pour tout le monde. Entre 2008 et 2014, vous explorez les thématiques qui vous suivront tout au long de votre bibliographie. Un ouvrage pour décrypter les rêves en 2009, trouver sa place au travail en compagnie de Didier Gutmann, consultant et coach en entreprise, un ABC de psychogénéalogie transgénérationnelle, finalement développé en 5 ouvrages, et les liens mère-enfant. Vous évoquez l'enfant qui, en raison de sa grande sensibilité et de son empathie, peut consacrer sa vie à remettre de l'ordre dans le chaos familial ou rester dans une relation de dépendance émotionnelle. Il éprouve des difficultés à mettre des limites, il se sent responsable de la qualité des liens entre les membres de sa famille, on lui sert des « tu ne téléphones pas assez à longueur de temps » ou c'est la belle-fille qui laisse ses enfants aux beaux-parents qu'elle déteste pour faire plaisir ou c'est la mère qui refuse que sa fille choisisse ses vêtements, se coupe les cheveux, se sépare, elle doit sortir avec tel ou tel compagnon ou compagne, pour son bien évidemment. Dans cette relation de dépendance émotionnelle où l'enfant s'acharne à sauver ou combler les besoins d'un parent,
Comment trouver l'équilibre entre honorer ses parents et se libérer de la culpabilité qui empêche de vivre sa propre vie? C'est un grand sujet, hein. C'est ça le sujet en fait derrière tout ça. C'est comment est-ce qu'on arrive à se séparer de sa famille tout en continuant, si c'est possible, à garder des liens d'amour avec eux, mais en étant à la bonne distance, c'est-à-dire en étant sujet de sa propre vie et sans être soumis à l'autorité ou au désir des parents. Et souvent, c'est très difficile pour les gens de se séparer parce que ils ont l'impression qu'effectivement, ils font plus le boulot qu'on attendait d'eux. Quand c'est pas possible, quand les parents sont trop demandants, trop insistants, trop culpabilisants, quand ils font par exemple du chantage affectif, c'est justement là qu'il faut souvent un thérapeute pour arriver à prendre conscience de ces angles morts, des endroits où on est pris par toute cette histoire et où on peut pas regarder les choses d'une manière plus objective. Je pense que s'affranchir de sa famille, c'est le plus gros travail qu'on ait à faire dans sa vie. Hein. Vous intéressez à la thématique des secrets de famille également. Le premier secret que vous listez dans Guérir de sa famille, c'est le jeune fiancé disparu de manière injuste et accidentelle, qui laisse la personne survivante aux prises avec un chagrin dans lequel elle reste souvent enfermée, avec un sentiment de culpabilité et de trahison qui peut être lié à l'époque, aux valeurs familiales ou l'obsession du qu'en dira-t-on. Elle peut se remarier mais porter le deuil intérieurement pour toujours. Pour les descendants, ce climat de possession figée entraîne des difficultés inconscientes. Par loyauté à la souffrance, ils intègrent qu'aimer, c'est souffrir. Vous dites, le déni est en apparence la solution la plus douce pour passer le cap d'un secret, mais c'est cette absence de parole plus que l'événement qui constitue le vrai traumatisme. Quelle est la solution pour libérer les secrets cachés dans nos arbres généalogiques? Ah, la solution magique. Ah ben oui, on la veut. Eh ben, il faut pouvoir, il faut parler. Oui. Il faut parler avec discernement et douceur, hein, parce que les secrets, ça touche au tabou, ça touche à ce qui fait mal. Donc il faut y aller prudemment, en douceur, mais il faut pouvoir parler de tout. Or la difficulté, c'est ça, c'est que en fait, il y a une chape de plomb chaque fois qu'il y a secret, qui fait que personne n'ose évoquer le truc dont on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais c'est là, mais en même temps, on fait tous comme si c'était pas là. Et c'est bien de pouvoir oser prendre la parole. Parfois, les personnes ne sont plus là aussi. Oui, bien sûr. Quand on ne peut pas avoir les informations, il faut faire appel à quoi? À notre intuition? Oui, parce qu'on les a souvent de manière partielle, mais on a toute une mémoire inconsciente en nous qui fait que quand on fait parler ça à travers les rêves ou le dessin ou le rêve éveillé, on capte des choses, les souvenirs se manifestent, on a des images qui viennent, des émotions, et à partir de là, on va reconstituer le grand puzzle et avoir une image plus claire qui va apparaître. Moi, je fais beaucoup dessiner, par exemple, et ça marche bien. Les gens savent pas ce qu'ils dessinent, et ils voient apparaître une forme, et ils se disent « mince !» et à partir de là, on élabore, et petit à petit, on se dit que, ouais, effectivement, ça pourrait être ça ou ça. Après une formation à l'accompagnement en sociologie clinique qui permet de comprendre l'individu mais également ce qui l'entoure et l'influence, paraît en 2014 la première version de votre livre De l'amour subi à l'amour choisi qui ressort en 2017. Vous expliquez que nous choisissons inconsciemment de nous mettre en couple, soit pour guérir nos blessures transgénérationnelles, soit pour les rejouer indéfiniment. Nous utilisons la part féminine et masculine de nos parents, structurée sur le modèle de leurs parents, elle-même structurée sur le modèle de leurs parents, etc., etc. Vous évoquez beaucoup l'influence des grands-parents quand ils sont maintenus dans un statut idéal avec qui personne ne peut rivaliser. Donc d'où l'intérêt d'aller peut-être voir du côté de ses grands-parents aussi, ça peut être intéressant. Est-ce que lorsque je rencontre une partenaire, on pourrait dire que mon arbre généalogique tombe amoureux de son arbre généalogique? Et est-ce que c'est pour ça qu'on s'auto-sabote aussi parfois quand on rencontre des partenaires où on se dit ça pourrait être ça, mais et là on s'auto-sabote? C'est ça qui se cache derrière? Il y a beaucoup de choses qui se mettent en jeu dans ces histoires de rencontres.
Et effectivement, il y a un besoin de réparer à travers l'autre qui arrive, mais en même temps, ça peut être aussi, si on n'a pas entièrement conscience des choses, une manière de reproduire quelque chose qui va nous enliser encore plus. Donc c'est un peu à double tranchant. C'est un travail constant d'élaboration de sa place et de compréhension de ce qui se passe pour nous. Tiens, pourquoi cette personne-là, j'en tombe amoureux? Comment mon arbre généalogique peut résonner avec le sien? Plus l'attirance va être forte, plus on peut se dire qu'il y a un enjeu majeur généalogique derrière. Et quand on constate alors cet enjeu, que cet enjeu nous fait peur, alors moi je pense qu'il faut toujours y aller. Ouais, okay. Il faut toujours y aller. Faut plonger. Alors oui, moi je suis pour y aller, en se disant bon, là vraiment il est en train de se passer quelque chose. À quoi est-ce qu'il faut que je fasse attention? Où est-ce que je pourrais saboter la relation? Pour quelles raisons? Et peut-être on peut aussi en parler ensemble avec l'autre. Dire tiens, tu sais, là, ce qui nous arrive, c'est pas banal. Et tiens, est-ce qu'on pourrait pas ouvrir un chantier ensemble? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette rencontre, en fait? Et ça va donner à la rencontre, en plus, beaucoup plus de signification, de richesse, de possibilité de bien se vivre. En 2017, vous vous intéressez à la thérapie du lien Gestalt chez Ressources et Croissance auprès de Jean-François Gravouille. C'est également l'année où vous devenez romancière, d'abord avec Marche ou La vie en soleil, puis Plusieurs manières de danser. Les deux ouvrages montrent comment donner du sens à ce qui nous arrive et amener du merveilleux dans nos vies, et ce à divers niveaux. Je pense au symbolisme de l'astrologie, par exemple, dans Plusieurs manières de danser. J'ai remarqué que lorsqu'on regarde la vie de cette façon, donc donner du sens à nos épreuves, relier les événements entre eux, on récolte des propos comme « tu seras interprète »,« tout ça c'est de toute façon que du hasard »,« tu vas chercher trop loin » ou « se contenter d'accepter ce qui vient n'a jamais permis de faire bouger les choses ». Alors pourquoi ces réactions sont-elles si souvent présentes et qu'est-ce qui se cache en dessous selon vous? De la peur? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de peur. Il y a de la méconnaissance, de l'ignorance, une grande peur aussi de tout ce qui est un peu relié à l'invisible. Et l'idée qu'il faudrait résister à tout ça, et surtout en France, à travers le siècle des Lumières, où on bannit toute interprétation initiatique de la vie. Oui. On est voltairien, ça veut dire que on est athée et on considère que y a que la raison qui mène le monde. Avec ça, on a acheté toute une partie initiatique de relation au monde qui inclut la symbolique, le rêve, tout un rapport avec la vie qui est indispensable en réalité pour se retrouver, pour que les gens puissent savoir ce qu'ils font là, quoi. Qui sont pas juste là pour consommer ou être dans une vie confortable, mais pour qu'ils sachent que tout ça a vraiment du sens et qu'ils soient capables de le décrypter. C'est bien de faire le travail sur sa place familiale, c'est-à-dire de comprendre quelle place on a eu petit, pour pouvoir ensuite se défaire de tout ce qui nous a conditionnés, limités, et qui nous a éloignés de nous-mêmes. Une fois qu'on a fait tout ça, je pense que déjà on y voit beaucoup plus clair et qu'on peut avoir aussi une lecture où on comprend le sens des événements qui nous arrivent. Pourquoi il nous arrive telle ou telle chose à tel moment? Comment est-ce que ça nous pousse à aller dans la bonne direction pour nous? Là, on peut faire appel à différents outils comme le Yiking, le tarot. Enfin, il y a plein de choses qui nous permettent de nous réajuster. Et finalement, ça rend les choses passionnantes. C'est vraiment un chemin passionnant. Et comment vous amenez, on va reprendre votre expression tout à l'heure, pour les voltairiens, à amener le Yiking ou le tarot dans leur vie, par exemple? Quand les gens sont vraiment fermés, c'est compliqué pour moi de faire de la pédagogie. Puis, en fait, j'ai pas envie de convertir. Moi, je pense que chacun, il peut-être fait son chemin. Et puis, s'il y a une petite ouverture, la personne va trouver. Elle viendra vers moi ou vers d'autres personnes qui pratiquent. Dans l'ensemble de votre parcours, on sent une volonté de faire la paix avec les fantômes du passé, mais aussi d'accompagner chacun vers plus de conscience de soi, on vient d'en parler. Au fond, est-ce que le but de tout ce travail transgénérationnel, c'est pas simplement de se réconcilier avec soi-même, c'est-à-dire nos parts d'ombre et de lumière héritées de notre arbre généalogique? C'est ça, on a vraiment en nous ces deux pôles, ombre et lumière, et c'est vraiment de faire la paix. Et puis, de peut-être remettre du vivant
à l'œuvre là-dedans, parce que moi j'aime bien regarder nos arbres généalogiques comme des endroits où le vivant a été attaqué, et que nous, notre travail, c'est vraiment d'aider le vivant à revenir pour nous et puis pour le monde qui nous entoure. Juliette Allais, merci. On arrive au terme de cet entretien. J'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à l'invité pour conclure. Quelque chose que j'aurais oublié de vous demander ou que vous souhaiteriez ajouter. On est tous capables de transformer notre histoire familiale, quelle que soit sa difficulté, quelle que soit sa lourdeur, quel que soit ce dans quoi on est enfermé. On est tous capables d'en faire quelque chose de beau, de lumineux. Non seulement on en est tous capables, mais c'est notre travail. On est arrivé au monde avec toutes les ressources nécessaires pour le faire. Moi, je souhaite à tous les gens qui nous écoutent de pouvoir faire ce chemin et finalement de pouvoir faire alliance avec la vie. Merci. Merci à vous. C'est peut-être ça la clé. Les circonstances entre la vie de mon père et la mienne semblent similaires, mais mes réactions sont différentes. Quelque chose de profond est à l'œuvre ici, peu importe l'espace-temps où se trouve mon père maintenant. En observant les échos de sa vie dans la mienne, je me transforme. Et dans ce mouvement, j'ai l'intime conviction que ce que je traverse le transforme. Comme si je l'invitais à cheminer avec moi dans un voyage intérieur à deux voies.